Nous sommes le 29 septembre et la communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale du cœur. C'est l'occasion pour nous de vous inviter à faire plus attention à l'alimentation que vous avez et à faire plus le sport aussi, parce que les deux ensemble, c'est sûr que vous aurez une meilleure santé. C'est l'occasion pour nous aussi donc de marquer notre soutien à tous ceux-là qui souffrent de maladies de cœur, que Dieu les accompagne pour que justement ces personnes puissent sortir de cette situation. Et merci, une pensée spéciale aux cardiologues également qui nous suivent. Bonjour à tous et bienvenue à ce numéro de Bonjour le Faso sur Savane TV. Nous sommes ravis d'être avec vous pour un nouveau numéro de cette émission. Nous sommes mercredi et comme chaque mercredi, vous avez droit à votre chronique Question de droit. Aujourd'hui avec Maître Abdourahim Sawadko, nous nous intéressons au divorce. Oui, c'est une réalité et il faut qu'on en parle. Le régime juridique du divorce, c'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Dans la rubrique invité du jour, nous parlons théâtre. Nous allons parler de la 49e création majeure du Carrefour international du CITO, Carrefour international du théâtre de Ouagadougou d'Ouest, CITO. Alors, la 49e création est intitulée Costume et nous allons recevoir sur ce plateau le metteur en scène de ce spectacle, Noël Minugou, qui est lui-même comédien, acteur de cinéma et metteur en scène de cette création majeure du CITO. Nous allons en parler tout à l'heure avec notre invité du jour. Et pour bien sûr faire le tour de la une des différents journaux, nous allons recevoir Bébé Kodio Kambou à travers la revue de presse. Et c'est toujours installé donc du côté de Bobo Dioulasso dans le quartier Koko que nous vous présentons cette émission, puisque cette semaine nous nous intéressons au Koko Donda et surtout l'apport économique de ce pagne tissé, de ce pagne donc Koko Donda, à tous ceux qui travaillent dans la chaîne de production de ce pagne. Merci de vous installer confortablement. L'aventure débute tout de suite et maintenant et c'est à la découverte. Cette semaine, nous continuons notre périple du Koko Donda. Nous partons à la découverte de ce pagne. La semaine passée, nous vous avons parlé de l'histoire et l'historique de ce pagne. Cette semaine, nous mettons l'accent sur l'apport économique de ce pagne, donc à l'économie du Burkina Faso. Rappelons que le Koko Donda a été labellisé maintenant. Alors, aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter le témoignage d'une personne aussi qui fait de bonnes affaires à travers la commercialisation du Koko Donda, la production et la commercialisation. Hier, vous avez écouté son épouse. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter l'époux. Il s'agit donc de Monsieur Cissé. Monsieur Cissé Monsieur Cissé Moumouni est justement l'époux de Madame Cissé que vous avez écouté hier. C'est une entreprise familiale. Il travaille, il confectionne justement le Koko Donda et commercialise par la suite. Nous allons vous inviter à l'écouter au micro de Abdoulaye Kinda. Je suis Cissé Moumouni et pour Madame Cissé. Nous sommes au quartier Pissi, Bonham, plus précisément, de Ouagadougou. Et comment vous vous sentez dans le quartier? Est-ce que à cause du fait que vous vendez la paille là où vous fabriquez, ce n'est pas un dérangement pour les voisins et les riverains? Pas du tout. Parce que nous avons vraiment eu une grande chance. Entre nous et nos voisins, c'est une grande famille. C'est une grande famille, donc on ne dérange personne. Nous-mêmes, on sait que des fois, on fait des efforts pour ne pas vraiment déranger les gens, mais les voisins nous comprennent et voient que on n'a pas le choix. Voilà. Donc tous nous comprennent. Que c'est tous les voisins même admirent ce qu'on fait comme travail. Et puis que la famille s'est regroupée à Ouagadougou, étant donné que la famille c'était le travail, c'est le travail de la famille à Bobo. Donc moi, étant adolescent, j'ai appris à faire ça avec ma maman, avec ma grande sœur. Et maintenant, quand je me suis marié, je continuais à faire jusqu'à ce que je suis rentré dans l'administration publique. Maintenant, j'ai été affecté à Ouagadougou et j'ai fait venir ma femme. Bon, il y a un regroupement familial à Ouagadougou. Et c'est à partir de Ouagadougou maintenant, on était les seuls dans tout Ouagadougou
à faire de Kwakwadonda. Ça, c'était depuis dans les années 90 à Ouagadougou. On était le seul à faire dans le Kwakwadonda. Donc, comment ça se faisait? La descente, quand moi je descendais du travail, le soir, je préparais le tissu et je la laissais. Le lendemain matin, elle passait à la teinture. Parce que chez nous, c'est comme ça qu'on travaille. C'était la petite entreprise familiale. Donc l'homme prépare, la femme fait la teinture. Comme ça qu'on faisait. Jusqu'à ce que Bazem se découvre notre boutique au Grand Marché. Voilà. Et ça a vraiment pris beaucoup de l'ampleur aujourd'hui. Dès lors que Bazem a découvert votre boutique, la production était devenue maintenant comment? La production s'est multipliée. La production s'est multipliée. Puisque depuis que Bazem a lancé le produit, puisque ceux qui portaient le produit, c'était la classe, une classe bien connue. C'était pas tout le monde. Aujourd'hui, il y a la classe intellectuelle qui s'est intéressée à ça. Les citadins de la ville s'est beaucoup intéressés à ça. Donc, ce qui fait que ce qu'on produisait ne peut pas nous suffire. Ne pouvait pas du tout nous suffire. Donc, ça a pris comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, on est même passé à la petite entreprise familiale qu'on faisait. Monsieur, madame avec ses enfants, on a dépassé notre stade. Maintenant, on est obligé de recruter des ouvriers pour faire le travail. Oui. Maintenant, c'est les ouvriers, puisque nous-mêmes, on ne peut plus faire le Kwakwadonda, puisque ça nous dépasse. Nous-mêmes, bon, on se contente de manager seulement, c'est tout. La labellisation, c'est une chose qui est très bonne. Et ça va empêcher les copies industrielles, ça c'est un. Secondo, la labellisation, ce n'est pas dit que Kwakwadonda labellisé, que tout Kwakwadonda on doit forcément labelliser, non. Puisque la labellisation répond à un critère. C'est quand vous répondez à ce critère-là, vous remplissez ce critère que vous pouvez être labellisé, et en ce moment, les pains, on peut l'exporter à l'extérieur, à l'international, et les pains ont une traçabilité. Voilà. Sinon, manière que nous, on a l'habitude de faire le Kwakwadonda, c'est vraiment, il n'y a pas de traçabilité en tant que tel. On travaille beaucoup à la tête. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a pas beaucoup de traçabilité. Maintenant, avec la labellisation, le Kwakwadonda sera... Il y aura une traçabilité, ça veut dire que le Kwakwadonda que vous allez payer aujourd'hui, paf, vous labellisez, vous prenez avec le label, vous donnez... vous répartez chez le producteur, il va te reproduire exactement la même chose. Ça veut dire que c'est vraiment une très bonne chose. Mais cela n'empêche pas le Kwakwadonda, les gens vont continuer à produire le Kwakwadonda comme habituellement. Voilà. Mais il ne peut pas être labellisé sans qu'elle remplisse les conditions. Présentement, on n'a pas encore estimé ça en tant que tel. Mais ça dépend de la quantité qu'on va nous commander. On s'organise en fonction de cette quantité. Puisqu'on prend les ouvriers on les paye par rapport au travail fait. Voilà, on paye les ouvriers par rapport au travail fait. Ils n'ont pas un salaire proprement dit comme ça, c'est des contrats. Ils ont fait tel nombre de pains, on les paye tant de francs. Donc en ce moment, on a nos équipements tout. On peut en produire milliers de pains. On peut en produire milliers de pains, comme on en produit une centaine de pains seulement aussi. Et il faut qu'on remercie beaucoup Sébastien Bazemo. C'est vraiment grâce à lui que le pain Kwakwadonda a pris de l'envol.
C'est vrai que nous l'avons beaucoup soutenu, on continue à le soutenir et on continuera toujours à le soutenir. Vive le Cocodonda. À l'instant, vous écoutiez M. Moumouni Sissé. Il possède justement une boutique de Cocodonda et c'est une entreprise familiale comme il expliquait parce que cette famille confectionne et commercialise le Cocodonda. Aujourd'hui, c'est une famille qui exploite ou qui emploie du moins une dizaine d'ouvriers pour justement les aider à la fabrication de ce Cocodonda parce qu'aujourd'hui, le Burkinabé demande et en redemande tout simplement. Nous allons poursuivre cette fois-ci, nous faisons place à la revue de Aujourd'hui, nous sommes avec Bébé Kodjo Kambou qui va partager les informations avec nous. Bonjour et bienvenue Kambou. Bonjour Adjeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous débutons par quel journal aujourd'hui? Nous débutons par le quotidien Le Pays. Et à la une de ce quotidien, on peut lire ceci: dialogue politique entre majorité et opposition au nom de la réconciliation nationale et de la survie du Burkina. La date de mise en œuvre des points consensuels divise, donc c'est à lire au niveau des pages 6 et 18 de ce quotidien. Pour notre pronostic PMU du jour, c'est à la page 9. Lynchage d'agents du CCVA dans le sud-ouest quand les fantômes des suppliciés continuent de hanter le sommeil des banlieusards, c'est à la page 2. Professeur Der Sommet, à propos des avortements clandestins au Burkina, 28% des décès maternels hospitaliers y sont liés. Redressement rural, tâche prioritaire pour le grand renouveau de la nation chinoise. Mystère psychique et spirituel, les facteurs qui rendent vos enfants intelligents. Révélation, procès dans le dossier Thomas Sankara, ce que Ado pense de la comparution de Blaise Compaoré. Éliminatoire Coupe du Monde 2022, 27 étalons à l'assaut des requins de la mer Rouge, c'est-à-dire à la page 17. Voyons à présent la une du quotidien L'Observateur Palga. Situation nationale, un autre Burkina Faso est possible, c'est selon Maître Arnaud Ouedraogo. Dialogue politique, majorité et opposition AU et DIA sur la réconciliation nationale. Claude David Conviseur, seigneur qui prône la négociation avec les terroristes. Assemblée nationale de la RDC excite la congolité. L'anorexie, un manque d'appétit, à vous couper les souffles. Aux assassins de l'étudiante Ina Drabo, enfant d'une autre mère, vous ne l'emporterez pas au paradis. Éliminatoire Qatar 2022, les 27 étalons à la pêche aux requins. Et à la une du journal Le Quotidien, ce matin, on peut lire ceci: Choguel Maïga, Premier ministre malien, le gouvernement malien a l'obligation de chercher des solutions pour sécuriser les personnes et les biens. Accident de circulation sur l'axe Ouaga-Kongoussi, 1 mort et 12 blessés. Éliminatoire du Mondial Qatar 2022, 27 joueurs convoqués, Bourema Hassan Bandé absent. Redressement rural, une tâche prioritaire pour le grand renouveau de la nation chinoise. La une de aujourd'hui au Faso à présent. Et on peut y lire: transition, mode d'emploi en Guinée, la junte ne balayera pas la maison pour s'y installer. Maroc-Algérie, ça s'est gâté davantage à l'ONU. Fin du dialogue politique, Roch promet de prendre langue avec Blaise et Zida. Gestion des déplacés au Sahel, validation du plan d'action national. Claude David Conviseur, l'Américain qui veut négocier avec les terroristes. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, Burkina-Djibouti, la liste de la double confrontation dévoilée. Mali, 5 soldats tués dans l'attaque d'un convoi minier à Caille. Et pour terminer avec la une des quotidiens, on va se rendre du côté de Bobo du Lasso pour voir ce que nous réserve la une de l'Express du Faso. Et sur cette une ce matin, on peut lire ceci: démolition du non-loti du secteur 33 de Bobo, nous aurions préféré mourir. Dans la rubrique Autant le dire de ce quotidien, on peut lire transition, les Guinéens veulent décider par eux
et pour eux-mêmes. Gouvernance locale, la commune de Bobo se réorganise pour plus d'efficacité. Au palais de justice de Bobo, comme un cultivateur a vendu les 16 hectares de la CCIBF à Moami. Kokodonda, à Bobo, des teinturiers attendent toujours l'aide de l'État. Réseau informatique national de l'administration, des assises pour une meilleure qualité du système. Donc voilà ce que nous réservait les unes ou ce que nous réserve les unes des parutions d'aujourd'hui à Abzeta. Merci bien, Kambou. Retour donc sur quelques sujets d'actualité. Pour commencer, nous commençons par la clôture du dialogue politique. C'était hier? C'était hier. Alors, le dialogue politique s'était ouvert avant-hier, donc c'est refermé hier. Donc, tenu sur 2 jours. Alors, c'est une clôture qui a été patronnée un peu par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Vous savez que c'est lui l'initiateur de ce dialogue politique. Et comme nous le disions hier, c'est un dialogue politique qui a tourné autour de la question sécuritaire, la réconciliation nationale et la révision à minima du code électoral en vue des élections donc, municipales de 2022. Alors, d'abord sur la question sécuritaire, il ressort des conclusions du dialogue que les participants au dialogue ont eu droit à un exposé des 2 ministres en charge de la question, à savoir le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité, ou le ministre délégué en charge de la sécurité, donc sur la question. Et leur exposé a permis aux participants, aux différents acteurs qui étaient au dialogue politique, de se faire une idée sur la vision du gouvernement sur la question. Et à l'issue de cela, les différents acteurs encouragent le gouvernement à poursuivre les actions qui se déploient sur le terrain et la restructuration également de l'armée et qui sont en train de se faire. Voilà un peu ce qui s'est dit, ce qui est dit sur cette question. Alors, sur la question de la réconciliation nationale, là également, le ministre en charge de la question, le ministre d'État de Filen Diabré, a fait un exposé donc du processus qui est en cours, des différentes actions qui sont en cours, les concertations avec les forces vives dans les communes, dans les régions qui sont en cours, et dont l'aboutissement, c'est le forum national sur la réconciliation, prévu donc pour janvier 2022. Alors, sur cette question, les CFOP, les chefs de l'opposition par exemple, a demandé à ce que on permette le retour des exilés, notamment Blaise Compaoré et Yacouba Isaac Sida, pour prendre part au processus de réconciliation donc, qui est en cours. Vous avez vu un journal qui a titré que le Roch Kaboré a promis de prendre langue avec Blaise Compaoré et Yacouba Isaac Sida. Voilà, en tout cas, ça a été une demande de l'opposition. Et l'opposition demande également que certaines procédures judiciaires concernant ces personnes et qui sont en cours soient suspendues. Sur cette question précisément, elle n'a pas eu l'accord de la majorité qui estime que les procédures judiciaires doivent se poursuivre parce que la réconciliation doit se bâtir un peu sur ce qu'ils ont appelé les triptyques vérité, justice donc, et réconciliation. Donc pas question de suspendre les procédures dans certaines sur la réconciliation. Sur la révision à minima du code électoral, alors, sont d'accord sur l'option du suffrage universel direct, donc qui doit être appliquée désormais aux élections locales, donc notamment, peut-être régionales, si on peut le dire ainsi. Alors, maintenant, là où il y a un couac, c'est que les 2 parties ne sont pas d'accord sur la date d'entrée en vigueur donc, de la révision. Parce que l'opposition souhaite que l'option soit faite, que le code soit modifié dans ce sens, mais prenne effet à partir des élections municipales de 2027. Donc, que ça ne s'applique pas aux élections municipales de 2022, donc qui sont prévues, qui sont déjà à côté. Alors que la majorité souhaite que ça s'applique immédiatement, donc à partir des élections municipales de 2022. Donc, il y a un point de désaccord, donc tous d'accord pour l'option du suffrage universel, mais c'est le temps ou la période de prise d'effet qui pose un peu problème, donc qui divise un peu les 2 parties. Donc, alors, au vu de tout cela, le président du Faso, qui est l'initiateur du dialogue, a félicité
voilà, les différentes parties pour leur esprit de dialogue, et les acteurs également qui ont participé à ce dialogue ont remercié et félicité le président du Faso pour avoir initié donc ce dialogue, ce cadre de dialogue politique entre majorité et opposition politique. Donc c'est pas un dialogue forcément entre tous les acteurs de la classe politique burkinabé, mais c'est un dialogue entre deux entités, peut-être qui pourraient être des entités assez représentatives de la classe politique, voilà, mais ce n'est pas toute la classe, parce que si vous n'êtes pas aujourd'hui de l'alliance des partis membres de la majorité présidentielle, la PMP, et que vous n'êtes pas non plus de l'opposition, vous n'êtes pas affilié au cadre de concertation du chef de file de l'opposition politique, vous ne pouvez pas prendre part à ces dialogues. Donc on sait qu'il y a quelques partis quand même qui sont dans cette situation, donc qui regardent un peu ce dialogue politique de loin. Peut-être que dans les heures à venir, ce serait bien également de les faire réagir. Voilà. Maintenant, sur la question du code électoral, par exemple, ou de la prise de fait, je crois que c'est vrai qu'il est dit que ce sont les points consensuels qui doivent être appliqués, mais je crois que le dernier mot peut quand même revenir à l'Assemblée nationale, parce que le dialogue politique, ce n'est pas une instance décisionnelle en tant que telle, même si c'est une instance qui peut donner des orientations, mais ce n'est pas une instance délibérante. Donc, il appartiendra à l'Assemblée, au moment peut-être de la modification du code électoral, de dire si la modification prendra effet à partir de 2022 ou si on doit différer la prise d'effet pour que ce soit à partir des élections municipales de 2027. Donc, on va attendre ce que l'Assemblée dira lors de la modification pour voir ce que ça donnera. Et en principe, ça peut se faire, je vais dire, côté pratique, du côté pratique, ça peut se faire. C'est pas comme s'il y avait des choses qui peuvent venir entacher le fait qu'on ne puisse pas aller à la modification avant les élections de 2022, parce qu'on parle de quoi? De mai 2022. C'est mai 2022. Il y a quand même un temps aussi qui normalement ça devrait se faire, parce que la préparation des élections, je ne vois pas en quoi en tout cas cette modification pourrait compliquer peut-être la préparation des élections pour une entité donnée ou pour un parti politique. Je ne sais pas pourquoi l'opposition peut-être ne veut pas que ça s'applique immédiatement. Maintenant, l'autre aspect qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'au vu de la situation sécuritaire, si on reste dans l'ancien système, je ne suis pas sûr qu'on puisse tenir les élections dans tous les villages du Burkina. Alors que, tel que ça se faisait, les conseils étaient votés dans chaque village. Ça veut dire que c'était le village qui était circonscription électorale. Donc le conseil est voté au niveau du village et c'est les conseillers issus de tous les villages qui vont élire à l'aide tous les maires. Maintenant, étant donné qu'il y a des villages actuellement où l'État n'a pas d'autorité, où les populations peut-être ont fui, je me demande si on doit continuer dans l'ancien système, comment est-ce qu'on pourra organiser les élections dans tous les villages du Burkina. Donc peut-être c'est cela, oui, c'est cela peut-être qui pourrait justifier une certaine nécessité d'appliquer immédiatement la modification, parce que si on a un maire qui va être choisi directement par l'ensemble j'allais dire, des citoyens de la commune, c'est-à-dire on aura pour l'élection du maire toute la commune comme circonscription électorale. Donc, même s'il y a des villages qui ne votent pas, on pourra quand même voter peut-être les maires. Maintenant, s'il y a des villages qui n'ont pas de conseillers, est-ce qu'ils se sentiront concernés par le choix qui sera opéré, et le choix du maire que les autres conseillers auront opéré? Ce sont des questions qui peuvent se poser. Donc, c'est comme je l'ai dit, peut-être qu'il va revenir à l'Assemblée nationale de trancher sur cette question. Merci Kambou. À l'international, nous faisons escale au Mali. Retour triomphal du Premier ministre Choguel Maïga. Ah oui, c'est un retour vraiment triomphal, parce que, retour d'où il est rentré de New York, où il a pris part à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, vous savez que c'est du haut de la tribune de l'ONU qu'il a dit que la France a abandonné le Mali en plein vol. Et c'est de là-bas également qu'il a accordé cette interview où il dit que la transition pourrait être prolongée de quelques semaines ou de quelques mois, parce que les Maliens préfèrent des élections propres à des élections bâclées. Voilà. Donc les Maliens estiment qu'il a exprimé en tout cas leur volonté. Voilà, ils sont contents, ils sont sortis par centaines à l'aéroport pour accueillir donc le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Et selon ce qui se dit dans beaucoup de médias, à l'aéroport on pouvait voir des pancartes, des banderoles où on pouvait lire par exemple « Le Mali s'assume,
courage à la transition, le peuple vous accompagne, le peuple malien est fier, ravi. Donc ça veut dire que c'est un Premier ministre en tout cas qui est félicité par son peuple pour cette prise de position à la tribune donc, de l'ONU. Vous savez que ce sont des choses qu'on voit rarement, surtout en ce qui concerne les pays francophones, prendre des positions aussi tranchantes vis-à-vis de l'ex-colonisateur ou l'ex-colonisatrice qu'est la France. On voit cela rarement. Donc le peuple malien est fier donc, pour ces prises de position et a tenu donc à sortir, l'accueillir triomphalement comme il se doit. Je crois que c'est de bonnes guerres. C'est une façon peut-être de montrer à tous les dirigeants africains que quand vous défendez la cause du peuple, le peuple ne vous laisse pas tomber. En Guinée à présent, parce que la junte rend hommage aux victimes de Dadis Camara de 2009 du moins. 2009, oui. Alors, la junte au pouvoir est conduite par le colonel Mamadi Doumbouya. Donc, a tenu à rendre hommage aux 157 personnes tuées lors d'une manifestation contre Dadis Camara en 2009 au stade du 28 septembre de Conakry. Et on sait qu'à l'époque également, on parle d'une centaine de femmes qui avaient été violées par la junte de Dadis Camara à l'époque. Donc, le 28 septembre, vous savez, c'est une date historique en Guinée, parce que c'est la date anniversaire de l'indépendance, par exemple. Donc, le chef de la junte a tenu à rendre hommage aux victimes de ce massacre de 2009 sous l'ère Dadis Camara, à travers une séance de prière donc, au stade où le massacre a eu lieu. Il y a eu quelques victimes également qui sont venues traduire encore leur espoir de voir la junte peut-être gérer enfin leurs préoccupations en punissant peut-être les auteurs et peut-être en les dédommageant. Donc quelques victimes, notamment des femmes, étaient également au stade pour traduire ces préoccupations au colonel Doumbouya. Donc vous savez que la charte de la transition, comme on en parlait hier, a été communiquée le 27 dans la soirée. Ce n'est pas pour rien, c'est une date symbolique. C'est-à-dire communiquer la charte de la transition le 27 un peu dans la soirée, à la veille du 28 septembre. Ça veut dire que c'est une date symbolique qui a été choisie donc, pour communiquer la charte. La charte également est connue, a dévoilé l'architecture institutionnelle de la transition, même si la durée n'est pas encore connue. On attend la mise en place des organes et notamment le CNT qui va déterminer la durée de la transition en Guinée. Et nous allons finir en sport. Oui. Parce que pour les éliminatoires du mondial, les 27 étalons ont été appelés pour les 3e et 4e journées. Oui, les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui doivent notamment se dérouler les 8 et 11 octobre prochains. Donc les étalons du Burkina Faso qui seront en regroupement du côté de Marrakech dès le 4 octobre. Et pour cela, Kamou Malo, l'entraîneur national, a convoqué 27 étalons donc pour affronter Djibouti, parce que ce soit le 8 ou le 11, les étalons vont affronter Djibouti, donc pour ces 3e et 4e journées donc de ces éliminatoires. Alors 27 étalons, ce que l'on remarque, c'est que Bertrand Traoré revient. Donc Bertrand Traoré revient. Malheureusement, je dis malheureusement, Franck Lagina Traoré est blessé après avoir été convoqué, parce que la liste a été dévoilée hier, et lui également il s'est blessé hier, malheureusement, je le répète encore, parce que son club en Europe disputait un match de la Ligue européenne des champions, et c'est donc dès les premiers instants du match qu'il s'est blessé, alors que c'était l'un des meneurs de l'attaque. Mais on ne sait pas pourquoi Bertrand revient et puis l'autre ne sera pas là. C'est vraiment dommage. On se rappelle que le but contre l'Algérie, c'est lui qui a fait cette passe décisive qui nous a permis d'égaliser. Donc, ça allait être bien si les deux étaient là, quoi. Oui, ça allait être très bien si les deux étaient là, malheureusement. Franck Lassina Traoré ne sera pas là. Bon, Bertrand Traoré vient, l'autre ne sera pas là. Franchement, c'est vraiment dommage. Mais comme c'est contre Djibouti, ça va aller. Mais ce qui est plus dommage, c'est que selon les révélations qui sont faites,
c'est une blessure un peu grave parce que selon ce qui s'est dit, le ligament, il est blessé au niveau du genou. Selon ce qui s'est dit, le ligament serait touché et il pouvait être out pendant 6 mois. Ce qui lui dit directement qu'il ne pourra pas jouer par exemple la CAN. C'est vraiment dommage pour ces joueurs qui est très brillant au niveau de notre attaque, qui est vraiment une pièce maîtresse, l'une des pièces maîtresses de notre attaque, malheureusement qui ne sera pas là. Et l'autre absence, c'est l'absence de Hassan Bandé qui s'était bien illustré lors des premières et deuxième journées de ces éliminatoires, mais qui n'a pas été convoqué par l'entraîneur parce qu'il a eu un comportement un peu déplacé lors du match contre le Niger. On a voulu le remplacer et puis il a fait des gestes bizarres. Il n'était pas content qu'on le remplace. Voilà, alors que dans une équipe, bon, c'est l'entraîneur qui décide de qui rentre à quel moment. Vous avez eu le temps de vous exprimer. Vous ne voulez pas permettre à une autre personne de vous remplacer pour vous exprimer. Donc Kamou Malo a décidé de ne pas l'appeler. Voilà. C'est un bon policier. Kamou Malo, vous savez que c'est un officier de police. Donc les hommes de tenue sont rigoureux en ce qui concerne la discipline. Il a décidé de ne pas l'appeler. Mais j'imagine que c'est juste pour lui donner une leçon. Peut-être qu'il va se ressaisir après et puis lui donner une autre chance. Merci bien, Kabou. Notre temps est terminé, mais en tout cas, on va encourager encore les étalons. Même s'il y a des absences ou des blessés, de toute façon, il y a encore 27 étalons qui ont été appelés. Puis nous espérons que ça va aller pour nous. Je ne dirais pas pour vous, mais pour nous, parce que toute la nation entière est derrière vous. Kabou, faisons quelques tours des villes d'affaires pour justement découvrir les couleurs du temps. Nous poursuivons avec cette émission et dans la rubrique invité du jour, nous recevons des invités de plusieurs casquettes politiques, sociales, artistiques. Et aujourd'hui, justement, nous allons recevoir un artiste sur ce plateau, artiste, comédien, metteur en scène. En tout cas, il est dans l'univers du théâtre et du cinéma. Nous allons découvrir notre invité après le Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Noël Minungu. Rappelons qu'il est comédien, il est auteur, il est membre du comité artistique du CITO. Mais aujourd'hui, nous le recevons en qualité de metteur en scène donc de la 49e création majeure du CITO. Le CITO, c'est le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou. Alors, une création majeure dont il est le metteur en scène. Et cette création est intitulée Costume. Vous allez découvrir l'histoire de cette pièce avec notre invité qui est sur ce plateau. Bonjour Noël Minungu et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être là. Avant de parler de cette pièce Costume, je souhaite bien qu'on parle un peu de vous. Vous êtes comédien de théâtre plus et acteur de cinéma en même temps, auteur et puis bien sûr directeur. Vous faites partie justement du comité artistique du CITO. Vous possédez vous-même votre compagnie de théâtre. Alors, Noël Minungu, dites-nous, c'est quoi l'actualité de Noël Minungu aujourd'hui? Hormis cette mise en scène costume, vous, le comédien, l'acteur, c'est quoi votre actualité? Noël Minungu, c'est beaucoup de rêves, c'est le Burkina, c'est son contexte, c'est l'envie de faire beaucoup de choses. Alors, je me retrouve là en ce moment aussitôt pour signer la mise en scène du spectacle Costume. Mais, comme on le dit souvent, chez nous, quand le repas n'est pas encore prêt, quelquefois nous nous gardons de communiquer sur certaines choses. Sinon, Noël Minungu, c'est beaucoup d'autres projets. Alors, il faut, avec le temps, petit à petit, plus un projet se formalise, communiquer là-dessus. Parce que, comme on le dit entre nous, il y a des projets réalisables et des projets non réalisables. Voilà. et souvent, vous organisez des formations pour les plus jeunes, notamment des ateliers. Est-ce que vous avez des ateliers en vue ou des formations? Non, pour cette année, non. Pour cette année. Oui, j'étais fatigué, j'ai pas voulu réunir des gens à qui je ne pouvais pas transmettre réellement. Donc, sinon oui, tous les mois d'août, chaque année, je crée un cadre à l'espace culturel Gambili pour partager ma connaissance avec les plus jeunes. Et pour ce qui est du cinéma, d'autres plateaux de tournage?
pour le Oui projet? et non. Oui et non, parce que depuis un moment, je me suis un peu retiré du milieu de cinéma parce que j'ai repris aussi ma carrière d'artiste musicien, dont beaucoup ne savent pas. Oui. Alors j'ai voulu consacrer un peu plus de temps à cette autre passion qui est la musique. Mais oui, Noël, ça compte toujours avec le cinéma, mais désormais, ça dépendra des réalisateurs qui m'invitent et sur quel type de scénario ils m'invitent. Alors, on sait qu'avec la maladie, la pandémie Covid-19, avec cette maladie à coronavirus, là, le monde artistique a connu des difficultés. Oui. Et comment vous avez vécu ça? Ben, ça a été un choc, hein, comme ont pu le vivre certaines personnes, quel que soit le métier que chacun faisait, parce que au-delà de ce que nous attendons de notre métier, au-delà des problèmes que ça crée dans le fonctionnement des différents services, ce sont des êtres humains qui tombaient, donc rien que à rester là, ça ne pouvait pas être facile pour qui que ce soit. Nous sommes des humains, avoir des humains tombés par milliers, forcément ça touche quelque part. Et puis, quoi qu'on dise, le milieu artistique a vraiment connu un coup, a pris un coup du moins, ça parce que c'était vraiment devenu morose, plus de spectacles pratiquement, plus de scènes, plus de théâtre. Quand on vit une période comme ça, qu'est-ce que vous faisiez par exemple de vos journées et quelles sont les conséquences que cette pandémie-là a eues sur des projets que vous avez par exemple? Ben, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté parce que l'art aussi ça va avec le bien-être de la société. Si la société ne va pas bien, tu as beau présenter un beau spectacle, tu n'auras personne. Donc forcément, nous avons pris un gros coup, tout s'est arrêté, vu aussi que notre milieu et le théâtre, si vous voulez, la culture de manière générale fonctionne à coup de subventions. Donc si nos institutions sont malades, évidemment que nous aussi nous allons attendre que les choses se normalisent. Donc pendant ce temps, nous, tout ce que nous avons pu faire en tant qu'artistes, c'est d'écrire et de faire des posts sur les réseaux sociaux pour essayer aussi d'encourager les gens à tenir le coup et de se dire ça ira, à se revendre de l'espoir et puis bon voilà. Et le CITO aussi a connu cette période difficile parce que je ne me rappelle pas avoir vu un spectacle au CITO depuis le début de l'année 2021. Ouais, une création majeure en tout cas. Il y en a eu... oui, il y a eu Mirage et Perdition. C'est vrai, c'était un projet assez particulier parce qu'il n'a pas été porté que par le CITO. Okay. Après, il y a eu La Patrie ou la Mort. Oui, ça doit être le titre, si je ne me trompe pas. Oui, le CITO a essayé de faire des choses, mais le public n'était pas vraiment au rendez-vous. C'est comme je le disais tantôt. Si on ne va pas bien, on ne peut pas chercher le loisir. Oui. Voilà, donc plus les gens vont bien, plus la société fonctionne comme il se doit, plus les artistes ont des messages à passer. Ouais. Et certainement avec cette 49e création, le CITO va encore donner à voir. Alors, la création est intitulée Costume. Déjà, pourquoi vous avez décidé de travailler sur ce texte? D'accord. C'est une longue histoire. Au départ, j'ai voulu rendre hommage à un auteur dont les écrits sied ou, si tu veux, correspondent à ce que nous vivons actuellement. J'ai lu Norbert Zongo, je suis allé lire d'autres auteurs, mais je voulais forcément partir d'un document, tu vois, d'un auteur qui a combattu une cause à une époque donnée. Donc, à force de chercher, d'abord, j'ai eu envie de travailler sur Norbert Zongo, mais je n'ai pas forcément trouvé dans les écrits de Zongo ce que je voulais évoquer, parce que c'est plusieurs sujets. Mais à force de chercher dans ce sens, je me suis dit, ah tiens, il y a un auteur sud-africain qui s'appelle Kantamba, qui a quelque chose qui ressemble un peu à quelque chose de Norbert Zongo. Même si lui, c'était pendant la ségrégation en Afrique du Sud. Mais ils avaient cette chose en commun, c'était des journalistes, et c'était des journalistes engagés. Je vais lire les œuvres de Kantamba et je tombe sur une œuvre intitulée Le Costume, qui est à la base une nouvelle, qui parle d'une histoire de couple.
Mais ce qui est extraordinaire dans cette nouvelle, c'est qu'au-delà de l'histoire du couple, il nous évoque les réalités du township de l'époque. Donc qui a été finalement rasé par le gouvernement blanc, qui ne voulait pas que les gens vivent là, et dont les gens ont été maltraités, massacrés, pour des histoires de terre et beaucoup d'autres choses, pour ceux qui connaissent l'histoire sud-africaine. Alors je regarde, je dis, ben tiens, ici, nous avons une bombe à retardement qui est celle des parcelles, des histoires de terre, patati patata. Et puis, il y a ce manque de confiance qui s'installe de plus en plus vis-à-vis de nos politiques. Et je me dis, bon, tiens, là, je trouve que ça, c'est une histoire intéressante. Parce qu'au-delà de l'histoire de couple, il y a beaucoup de parallèles que je peux évoquer. Et c'est ce qui est intéressant pour un metteur en scène, je crois, que de rester sur une histoire... juste une histoire là, s'il y a 5000 histoires qui gravitent autour d'une histoire, je me dis oui, ça peut au moins intéresser le public. Voilà comment le choix de l'auteur sud-africain Kantamba, d'où son œuvre Le Costume. Et voilà. après, il y a eu un travail d'adaptation qui a été confié par le très talentueux Paul, confié du moins à Paul Zugrana, très talentueux d'ailleurs, nous lui passons le bonjour. Est-ce que justement avec l'adaptation que Paul a apporté, Paul Zugrana a apporté, excusez-moi, oui, je le connais personnellement, voilà pourquoi je dis Paul, est-ce que avec l'adaptation que Paul Zugrana a apporté justement à cette nouvelle-là, vous en tant que metteur en scène, vous êtes satisfait? Je suis même très satisfait puisque nous avons travaillé ensemble. D'accord, vous êtes compris. En fait. On s'est compris, c'est à force de discussion parce que moi en lisant je voyais déjà les images. Et je voulais quelqu'un qui est assez prolixe dans sa manière d'écrire. Et finalement, mon choix s'est porté sur Paul. Nous avons eu plusieurs discussions, plusieurs rencontres de travail. Et au final, nous avons pu s'entendre sur une ligne dramatique, comme on dit dans notre jargon. Et au final, il a sorti le texte que j'attendais de lui. Voilà. Vous avez parlé, vous avez brossé un peu l'histoire de Le Costume de l'écrivain. Maintenant, est-ce que vous pouvez revenir sur, si vous devez nous faire un résumé de ce spectacle, c'est quoi? On part d'où pour arriver où ça? D'accord. Alors, l'histoire tourne autour d'un couple sans histoire, un couple assez simple, voilà, un peu comme on le vit au Non-Loti, un peu comme on le vit à Awara 2000, un peu comme on le vit partout dans la vie. Alors, c'est un couple, c'est deux personnes qui s'aiment malgré leur situation. Et cette manière de s'aimer fait que tout le quartier les envie. Tout le Non-Loti les envie, tout Radou les envie, parce que c'est beau. L'amour, c'est beau, il faut le reconnaître. Mais bizarrement, à un moment de l'histoire, la femme part avec un autre mec. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, c'est ça la question intéressante en fait. C'est cette question qui me pousse aussi à vouloir monter cette pièce. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je me suis dit, mais pourtant ils s'aiment. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle l'a trompé quand même. L'homme aussi, ce qui m'a vraiment touché, au lieu de chasser la femme, il ne la chasse pas. Il lui dit, elle-même, elle se bat, elle lui dit, écoute, je suis une mauvaise femme, laisse-moi partir. Il dit non, on s'est mariés pour le pire et pour le meilleur. C'est vrai, c'est arrivé, mais je préfère te garder. Tu restes parce que tu es ma femme, parce que je t'aime. Mais seulement dans une guerre froide, le monsieur essaye de se libérer de cette colère. Et puis, bon, voilà, et l'histoire continue comme ça. Mais je ne m'arrête pas seulement sur cette histoire de couple, parce que c'est un couple qui vit dans un environnement, dans une société, dans un quartier. Dans le quartier, d'autres histoires vivent. Mais le cœur de l'histoire reste l'histoire de ce couple. Philémon, le mari, est-ce qu'il pardonne sa femme ou il ne la pardonne pas? Suspense. Suspense, si je vous dis tout, c'est clair que vous ne viendrez pas. Tout, bien sûr. Donc...
voilà un peu le cœur de l'histoire. C'est une histoire de couple. Puis à un moment, il y a une question d'infidélité. Maintenant, comment ça se développe? Maintenant, à côté de tout ça, nous, on évoque, si tu veux, ces dossiers brûlants qui est ce sujet de la gouvernance, de l'urbanisme et du djihadisme et beaucoup d'autres choses. C'est d'autres thèmes qui vont graviter autour parce que vous n'allez pas vous contenter de l'histoire du couple, de l'amour, de l'infidélité. Ça serait trop facile. Mais et vous avez évoqué d'autres thèmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut venir vivre Ouagadougou à travers ce couple. À travers ce couple. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'équipe de production ou l'équipe technique qui a travaillé sur ce spectacle? Je ne sais pas si je dois faire cet exercice, si j'ai peur d'oublier quelqu'un. Mais pas forcément citer tout, mais quoi qu'on dise, il y a des grosses têtes aussi. Non, il y a de grosses têtes sur ce projet. Donc, vous avez Nana Mamadi, qui est un comédien remarquable, que j'adore beaucoup. Rémi Améoro, Hippolyte Kanga. Serge Henry, oui, Aminata Diéné, Augusta Palinfo, Alimata Koussé, Oliva, Ouedraogo. Oui, c'est une grosse équipe. En tout cas, pour ceux qui connaissent le milieu du théâtre, c'est ceux qui vont reconnaître ces noms. C'est ça, Rémi Améoro, et voilà. Et les Jeda, pour ne pas oublier quelqu'un, j'espère que je n'oublie personne, et une Malienne qui est de la partie aussi avec nous, qui se nomme Koné, voilà. D'accord. Maintenant, Noël Minougou, pour l'équipe technique, très souvent, c'est que le CITO travaille avec Issa Ouedraogo. Comme scénographe, encore cette fois. Cette fois, c'est lui. Oui, et Amado Sawadoro qui est à la lumière. Moussa Dayon qui signe tout ce qui est accessoire. Et Adja Samandoulgou, merci de me rappeler, qui signe le costume. Et puis en gros. Et Noël Minougou pour la mise en scène, c'est vraiment le chef d'orchestre, comme le dirait donc le papa Martin Zongo, administrateur du CITO. Alors, nous tendons vers la fin de notre entretien. C'est sûr que vous avez déjà commencé les répétitions. Tout à fait. Alors, vous êtes à quel niveau actuellement? Nous sommes à ce niveau où je suis en train encore de voir qu'est-ce qu'il faut ajouter comme ingrédient, tu vois. C'est vrai, le gaba est déjà cuit, la tomate a fondu dans la sauce. Maintenant, il faut assaisonner, un peu de sel. Voilà, c'est ça ce qui nous reste à faire, le travail de finition. Et puis, oui, c'est du régal, je goûte, ça me plaît, mais je veux toujours goûter encore, ajouter encore un petit quelque chose. De toute façon, dans notre métier, tant que cette date n'arrive pas, en fait, la grande première, vous n'avez jamais fini. C'est ça. Donc actuellement, quand les comédiens ou quand l'équipe arrive, c'est devenu des filages. Oui, on file. On file, on rigole, on tisse encore de petits bouts qui ne tenaient pas comme il se doit. Et puis, on se donne encore des possibilités. Voilà. Et pour ceux qui connaissent Noël Minougou ou qui connaissent... qui ont déjà suivi des pièces de Noël Minougou, on sait que vous avez dit tantôt que Norbert Zongo c'était un journaliste engagé. Moi j'ai envie de dire que Noël Minougou aussi c'est un metteur en scène engagé quand on regarde un peu vos spectacles souvent. Alors, est-ce que pour costume vous avez mis aussi un peu de cet engagement, de cette vigueur que vous avez l'habitude de donner à vos spectacles? Oui, parce qu'une part de moi est révoltée vis-à-vis d'un certain nombre de choses qui se passent en ce monde, parce que je ne me limite pas seulement au Burkina et en Afrique. Je considère que je suis un citoyen de mon temps, donc j'ai pas de pays, j'ai des pays, j'ai pas un continent, j'ai des continents. Donc à chaque fois que je m'exprime à travers une pièce, je m'exprime au nom de toutes les personnes de mon âge. Donc, je vis mon temps et je pense que c'est aussi cela la raison d'être de chacun de nous, c'est de mener un combat à son endroit. Qu'il soit juste ou pas, c'est pas le plus important. Voilà. Le costume sera diffusé à partir de quand? Alors, le costume, le CITO, le Carrefour International de Théâtre,
ouvre ses portes à son public à partir du 13 octobre. Et ce, tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 20h. Mais, pour les mesures de sécurité, donc, vous savez que nous sommes confrontés à plusieurs choses en ce moment. Le coronavirus et également, le pays est attaqué par des hommes armés et tout le reste. Il faut quand même prendre des dispositions pour que notre public se sente en sécurité. Bien sûr. Voilà pourquoi nous vous demandons de bien vouloir jouer le jeu et de venir au plus tard, aussitôt, à partir de 19h30. Au plus tard. Parce que il y a des fouilles forcément à la porte, et puis on sait que le sitôt, quand on dit 20h00, c'est 20h00. Voilà. Alors, quel est votre message à l'endroit de tout ce public qui a besoin aussi de spectacles de théâtre, qui a besoin de l'art pour vivre? Quel est votre message concernant le spectacle costume? Déjà, je voudrais rendre hommage à toutes ces personnes qui se battent, où qu'ils soient sur les fronts ou dans les bureaux, où qu'ils soient à leur endroit, toutes ces personnes qui se battent jour et nuit, et certains au prix de leur vie, pour que le Burkina retrouve le sourire qu'il avait autrefois. C'est déjà la première des choses que j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, et à tous les Burkinabés qui regardent cette chaîne. Et j'aimerais dire que malgré tout, il ne faudrait pas qu'on s'arrête, qu'on continue de vivre. Et continuer de vivre, c'est continuer d'aller partager un verre avec un ami, c'est continuer d'aller saluer une famille qui a perdu un fils ou un frère sur le champ de bataille, c'est continuer d'aller au théâtre, c'est continuer d'aller voir des concerts de musique. En ce moment, notre lutte continue. Si nous abandonnons tout, c'est comme si ceux qui nous attaquaient ont eu raison de nous. Merci. Donc il faut aller au théâtre et il faut aller suivre le costume à partir du 13 octobre. Donc aussitôt. Rappelez-nous, le prix d'entrée, c'est combien encore? Alors, 1000 francs pour les plus jeunes, les enfants, et 1500 pour les adultes. D'accord. Ouais. Merci à vous, Noël Minougou. Je rappelle que nous recevions dans la rubrique invité du jour, Monsieur Noël Minougou. Il est comédien de théâtre et acteur de cinéma. Il est auteur, il est membre du CITO, donc membre du comité artistique du CITO. Il était sur ce plateau en qualité de metteur en scène de la 49e création majeure du Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, le CITO, et nous avons parlé de cette pièce, le costume, qui sera donc diffusée à partir du 13 octobre, donc au niveau du Carrefour international du théâtre de Ouagadougou. Le CITO est situé en face de la porte numéro 2 du stade municipal. C'est ça. Merci bien, et c'est fini pour l'entretien de ce jour. Nous poursuivons avec cette émission et c'est Maître Abdourahim Sawadougou que nous recevons pour la chronique Question de droit. Maître Abdourahim Sawadougou est greffier en chef de profession et membre de Juristes sans frontières. Bonjour et bienvenue. Bonjour Abzeta. Alors, nous parlons aujourd'hui du régime juridique du divorce. C'est ça. C'est pas un thème joli à entendre parce que nous ne souhaitons pas que les gens divorcent, mais c'est important d'en parler parce qu'il y a des gens qui sont dans cette situation. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans cette situation. Alors, et comment on peut définir le divorce pour commencer? D'accord. Le divorce peut être défini simplement comme la dissolution du mariage. C'est la fin, pour être plus simple. C'est lorsque on entame une procédure judiciaire et qu'un temps il y a une décision qui intervient et qui met fin au mariage. Mais tel que dit, le divorce doit être distingué de deux autres notions voisines, qui est la séparation de corps. La séparation de corps n'est pas comparable au divorce. C'est une suspension. La séparation de corps est simplement une suspension du mariage et une séparation de résidence des époux, le temps d'observer chacun de son côté et de pouvoir, si possible, revenir à la cohabitation pour continuer. On va dire que c'est une pause dans le mariage. Exactement, c'est une pause, comme on va dire. C'est une pause. Maintenant, de l'autre côté, il y a la nullité du mariage qui est différente du divorce. Donc, la nullité du mariage s'attaque
frontalement au mariage lui-même. Parce que la nullité intervient lorsque on a manqué de respecter à la célébration du mariage l'une des conditions. Donc si on a manqué d'observer une condition, par exemple si le mariage n'a pas été célébré devant le maire ou devant un officier d'état civil, c'est une condition sine qua non du mariage, pour la validité du mariage. Donc si on a manqué de respecter cette condition-là, par exemple, on peut demander la nullité du mariage. Ou bien sûr, il y a eu bigamie. Bigamie, c'est-à-dire quand il y a eu 2 mariages, quand le monsieur s'est marié et veut se remarier encore. Donc à l'insu peut-être de l'autre femme-là, lorsqu'elle le saura, elle pourra demander la nullité pure et simple du mariage. Et ça c'est un peu plus grave que le divorce, parce que les effets sont voisines, mais ne sont pas totalement pareils. Donc le divorce, c'est la fin normale du mariage. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas comparable également au décès, puisque le décès c'est autre chose. Donc lorsque du vivant des époux, les époux décident de mettre fin au mariage, ça va s'appeler divorce, et il y a des procédures bien spécifiques pour ça. Bien sûr. Maintenant, quelle est la procédure à suivre pour obtenir un jugement du divorce? Il y en a plusieurs, il y en a 2, mais il y a une toute première condition qu'il faut observer d'abord, et pour divorcer, il faut être d'abord marié. Bien sûr. Ça, c'est la première condition. Ça a l'air banal, mais il faut qu'on le précise quand même. Parce que de quel mariage nous parlons? Nous parlons du mariage célébré à la mairie ou devant l'officier d'état civil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mariages traditionnels, le mariage religieux et tout ça, sont out, parce que c'est des cas qui ne sont pas pris en compte par le droit positif burkinabé. Donc le mariage dont il s'agit ici et qui peut faire l'objet d'une procédure de divorce devant les juridictions burkinabées, c'est le mariage célébré devant l'officier d'état civil. C'est ça. Maintenant, pour divorcer à proprement dit, il y a 2 procédures. Il y a d'abord la procédure par consentement mutuel, qui est la procédure la plus simple et la plus aisée, parce qu'elle présente plusieurs avantages. Et dans cette procédure, ça veut dire que les époux conviennent, ils s'asseyent pour discuter, et ils conviennent que le climat actuel est intenable, invivable, et qu'il est impossible, il y a une impossibilité manifeste de demeurer dans le couple et de rester dans le mariage. Donc en ce moment, ils décident communément d'introduire une requête conjointe auprès des juridictions pour divorcer. Et ça, ça se fait plus simplement, puisqu'ils sont venus ensemble. Il y a juste une condition tenant à la durée du mariage. Pour ce genre de divorce-là, il faut que le mariage ait duré au moins 2 ans minimum. Donc c'est pour laisser aussi le temps aux époux de pouvoir discuter, de privilégier le dialogue et de pouvoir demeurer dans le mariage. C'est vraiment, si vous vous mariez à moins de 2 ans, vous voulez déjà divorcer? Il y a des cas, il y a des cas d'1 mois. Il y a des cas d'1 mois. Oui, il y en a. Vous rencontrez vraiment beaucoup de cas. On en voit. C'est dommage. Voilà. Donc, c'est important le préciser. En fait, c'est tout ça qui fait que Juristes Sans Frontières a décidé de parler de cette thématique-là, parce que ça devient un épiphénomène karma, et lorsque vous voyez les statistiques, c'est pas reluisant. C'est pas du tout reluisant. Donc, pour revenir à notre procédure, donc, lorsque les époux conviennent d'aller vers le divorce à 2, ils vont introduire ce qu'on appelle une requête conjointe, c'est-à-dire eux 2, ils vont introduire la requête, et à l'intérieur, ils vont joindre tout simplement l'acte de mariage, et également s'il y a lieu les extraits de naissance des enfants mineurs. Mais il faut préciser que pour le divorce par consentement mutuel, il y a un acte aussi qu'il faut ajouter. Il s'agit du projet de convention qui va faire l'objet d'homologation plus tard par le juge. Le projet de convention, c'est quoi? C'est tout simplement une espèce de contrat dans lequel les époux décident, puisqu'ils ont décidé sainement d'aller vers le divorce à 2, ils vont décider de la dévolution des biens, par exemple, du sort que va subir les biens, et de la garde des enfants notamment. Donc quel enfant sera avec quel parent, des enfants mineurs dans ce cas-là par exemple. Voilà, et ils vont décider du partage de leurs biens. Donc ce sont ces conditions qu'il y a à respecter pour aller vers le divorce par consentement mutuel. Le délai, la durée du mariage de 2 ans doit être formellement observé, parce que sans ça, on ne peut pas aller vers le divorce par consentement mutuel. De l'autre côté, l'autre procédure, c'est le divorce contentieux. Là-bas, malheureusement, chacun est cristallisé de son côté,
et très souvent le dialogue ne passe pas. Oui. Donc il y a l'un des époux, le plus diligent notamment, qui prend l'initiative d'aller vers les juridictions et d'introduire sa requête et pour aux fins de divorce donc. Mais il faut dire que pour ce type de divorce-là, pour cette procédure-là, la loi a prévu, notamment le Code des personnes et de la famille a prévu 5 causes limitativement citées dans lesquelles on peut aller vers le divorce contentieux. C'est-à-dire que lorsqu'on ne se trouve pas dans ces 5 causes-là, on ne peut pas aller vers le divorce. La première des causes, c'est lorsque la vie familiale devient intenable, insupportable, oui. ou lorsqu'elle est animée par des excès, des violences exacerbées, que ce soit des violences verbales ou des violences physiques. En ce moment, l'époux qui est exacerbé peut aller demander le divorce. Également, lorsque la vie familiale est la sécurité même de la vie familiale est remise en cause par le comportement de l'un des époux ou bien par l'abandon moral ou matériel de la famille par l'un des époux, l'autre peut décider d'aller vers le divorce. Okay. La troisième situation ou la troisième cause, c'est les cas de séparation pendant 3 ans au moins, lorsqu'il y a une séparation de corps, de fait. Donc il y a la séparation de droit et la séparation de fait. La séparation de droit, bien entendu, c'est celle qui est prononcée devant les juridictions. Oui. La séparation de fait, c'est lorsqu'on décide de se séparer momentanément et chacun en résidence, chacun va dans sa résidence et on vit séparément. En ce moment, il y a l'une des obligations du mariage qui est battue en brèche. Il s'agit de l'obligation de cohabitation, qui est très importante d'ailleurs. Donc, lorsqu'il y a une séparation de fait pendant 3 ans au moins, on peut demander à ce que le juge prononce tout simplement le divorce. Il y a aussi les cas d'absence avérés. Les cas d'absence, c'est lorsque par exemple l'un des époux quitte le domicile familial et qu'on n'a pas de ses nouvelles par exemple. Pendant un certain temps, une procédure spéciale que le Code des personnes de la famille a décrite. Et lorsque cette procédure est suivie, le divorce pourra être prononcé au bout d'un certain nombre d'années. Et enfin, en dernière position, il y a les cas de stérilité ou d'impuissance médicalement prouvée. Okay. Malheureusement, la loi dit que lorsque on estime, ou quand c'est médicalement prouvé bien sûr, que son mari est impuissant, on peut aller vers le divorce. Ou lorsqu'on estime par exemple que son mari ou sa femme est stérile, lorsque c'est médicalement prouvé. Médicalement. Voilà. Donc, en ce moment, c'est pas parce qu'on est allé voir un marabout qui nous a dit que c'est parce que la femme n'accouche pas que ceci et cela. Exactement. On a dit médicalement prouvé avec des papiers. C'est un spécialiste qui vous a dit votre époux est stérile. D'accord. C'était pour préciser. Voilà. Donc, c'est important de le dire. Et tout ça, ça me rappelle malheureusement ce que l'un de nos professeurs à l'université avait dit. Oui. Il dit le mariage civil, à la mairie, on se marie pour le meilleur. Et lorsque le pire arrive, on divorce. C'est malheureux. Hein? Oui. Pourtant, ce n'est pas ce que l'officier d'état civil nous dit. Hein? Non, je crois que c'est tombé dans la pratique. Et très souvent, on répète la formule de l'Église. Vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Oui. On se marie pour le meilleur. Mais alors ne dit jamais que pour le pire. La preuve en est que pour impuissance, tout simplement, au lieu d'aider son mari, par exemple, à chercher, à aller vers des solutions, ou de demeurer quand même, ou même pour les cas de maladie. Par exemple, les maladies, le VIH par exemple. Pour ces cas de maladie-là, on peut demander le divorce. D'accord. Voilà, tout simplement, on peut demander le divorce. Ça, c'est le pire qui arrive. Donc, on aurait dû soutenir l'époux qui est en cause, mais la loi dit qu'on peut divorcer dans ces cas. C'est malheureux. D'accord. Alors, maître, on a parlé des conditions, notamment pour le divorce. Et des procédures. Voilà. Ouais. Mais est-ce que vous n'avez pas parlé d'infidélité? On ne peut pas divorcer pour cause d'infidélité? Si, je l'ai globalisé dans la première cause. Okay. L'infidélité, ou dans le cas des époux, on va parler d'adultère. Puisque lorsqu'un époux sort et est infidèle, la loi qualifie ça d'adultère. Voilà, donc pour les adultères, par exemple, c'est des cas d'excès. Et lorsque l'un des époux est exacerbé, il peut aller vers le divorce, tout simplement. Et comme on sait aussi que la loi parle très souvent de preuves, pour toutes ces conditions-là, pour demander le divorce, est-ce qu'il faut nécessairement des preuves? Ah oui, la question de l'adultère même est une question qui est difficile à cerner et qui est difficilement
En tout cas, c'est une lourde tâche un peu pour les juridictions parce que très souvent c'est délicat. Voilà, c'est sur la base des simples soupçons très souvent que les femmes, surtout les femmes qui sont un peu plus susceptibles que les hommes. Je m'excuse. Je sais que je serais peut-être attaqué par les féministes. C'est normal, ça veut dire qu'en fait, ce sont les hommes qui ont tendance à tromper. Non, mais naturellement. La tromperie, ça c'est pour existe ça de que deux les côtés. femmes se plaignent. Si on part sur la base que le mot infidélité est un mot féminin, on pourrait dire que ça vient de deux côtés. D'accord. Donc, pour revenir aux preuves, il faut dire que très souvent, il faut des preuves matérielles, effectivement. Lorsqu'on a des messages, par exemple, ou lorsqu'on a des témoins qui peuvent attester que, effectivement, régulièrement, monsieur ou madame fréquente tel lieu avec tel monsieur et tout ça. Quand c'est notoire, on peut aller vers le divorce et facilement le prouver. Et si vous avez bien sûr une vidéo, comme pour le cas de Moni qui a circulé, naturellement, c'est sûr qu'on va vous accorder le divorce. Absolument. Alors, vous avez parlé de deux procédures. Consentement mutuel, contentieux. C'est ça. Quel avantage on a à choisir une procédure par rapport à une autre? Alors, pour les avantages, il y en a plusieurs. Lorsque vous prenez le divorce par consentement mutuel, c'est celui-là, c'est la procédure qui présente le plus d'avantages. Parce qu'elle est plus rapide d'abord. Donc, en termes de célérité, vous gagnez en temps. Peut-être un mois, si les juridictions ne sont pas trop chargées, en un mois, vous pouvez obtenir votre décision de divorce. D'accord. Et non seulement il y a cette célérité-là, et il y a aussi le fait que lorsque vous décidez d'aller vers le divorce par consentement mutuel, vous n'avez pas besoin de dire pourquoi vous voulez divorcer. Ok. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'exposer votre vie privée devant les juridictions. Vous n'avez pas besoin d'exposer votre... c'est-à-dire qu'il y a une dignité que vous gardez en allant vers cette procédure-là. Parce que vous êtes venus quand même en grand, et une grandeur d'esprit qui vous a animé. Vous êtes venus tous les deux pour divorcer. Et en ce moment, la loi ne cherche pas à comprendre pourquoi vous voulez divorcer. Vous avez dit que vous êtes aimé en temps, et si vous estimez que vous ne vous aimez même plus, il suffit de venir à deux, d'être d'accord à deux et de venir. Le divorce sera prononcé tout simplement. Il suffit de respecter les conditions que j'ai citées. Voilà. Et dernièrement, l'atmosphère est plus tranquille parce que lorsque vous venez à deux comme ça, il n'y a pas de cristallisation. Très souvent, vous n'avez même pas besoin d'avocat. Puisque vous restez à la maison, vous entendez sur la convention, vous rédigez la convention à la maison avant de venir devant les juridictions. Voilà. Donc, je pense que cette procédure-là est la mieux adaptée si on veut vraiment aller vers le divorce. Malheureusement, il y en a qui veulent divorcer en moins de 2 ans. Et donc, en ce moment, ils ne sont pas éligibles pour cette procédure-là. Ceux qui célèbrent le mariage et en moins d'1 mois, peut-être qu'ils veulent divorcer. Parce que, ça peut arriver parce que il y a ce que nous on appelle l'erreur sur la personne. C'est vrai, parce que lorsque vous vous mariez avec une personne que vous n'avez pas eu le temps de connaître de long en large, et que, entre-temps, dans le couple, une fois vous découvrez certaines choses qui vous auraient empêché de vous marier à cette personne-là, là vous pouvez aller vers le divorce. Et ça sera forcément le divorce contentieux, puisque vous n'aurez pas rempli la condition des 2 ans. Voilà. Donc, nettement, en termes d'avantages, le divorce par consentement mutuel présente plus d'avantages que le contentieux. Que le divorce contentieux. Bon. C'est si on n'a vraiment pas souvent aussi le choix qu'on part vers le contentieux, c'est pas évident que certains époux acceptent. Bon, est-ce que on a parlé tantôt de la durée pour le cas du divorce par consentement mutuel, ça semble aller plus vite. Vous avez parlé d'1 mois, mais pour le cas du divorce contentieux, on peut aller jusqu'à combien de temps pour le divorce? Pour le divorce contentieux, c'est plus long. La procédure est plus longue. Parce que tout simplement, il faut d'abord introduire la requête auprès du greffe. Je précise que la requête dans l'une ou dans l'autre des procédures, la requête est introduite devant le greffe, c'est-à-dire auprès du greffier, du tribunal de grande instance, du domicile commun des époux. Et si les époux vivent séparément, ça sera le domicile de l'époux qui vit avec les enfants mineurs. Et s'il n'y a pas d'enfant mineur, ça sera le domicile de l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce. Ok.
Voilà, donc ce sont ces cas-là, c'est à défaut. Donc premièrement, ce qu'il faut privilégier, c'est la résidence ou le domicile commun des époux. Il y a des cas où les époux ne vivent pas ensemble. Il y a une résidence séparée ou il y a un domicile séparé. Lorsqu'il y a une séparation de fait, par exemple, déjà, donc en ce moment, les époux ne vivent plus ensemble. Et en ce moment, on peut saisir le tribunal de l'époux qui vit avec les enfants mineurs. Et lorsqu'il n'y a pas d'enfants mineurs, puisqu'il y a ces cas-là, et lorsqu'il n'y a pas d'enfants mineurs, c'est le tribunal de grande instance de l'époux qui n'a pas pris l'initiative. D'accord. Donc c'est comme ça. Donc vraiment le contentieux, c'est difficile de déterminer le temps. C'est difficile parce que lorsqu'on introduit la requête, il y aura une conciliation préalable qui est une procédure obligatoirement que le juge doit obligatoirement respecter. Le juge va tenter de vous réconcilier. Et lorsque ça échoue, il va rendre ce qu'on appelle un procès verbal de non-conciliation lorsque la procédure échoue. Et en ce moment, vous allez repartir maintenant, muni de ce procès verbal-là, repartir voir un huissier qui va faire une assignation en divorce. Et vous allez revenir encore devant le greffier pour introduire cette assignation-là. Et ensuite, la procédure contentieuse, proprement dite même, va commencer. Par exemple, pour le cas du divorce par consentement mutuel, quand on se marie et puis vous avez pris le cas d'un couple qui se marie et d'ici 1 mois décide de divorcer, puisqu'il y a une condition qui n'est pas respectée pour le divorce. Exactement. Parce qu'il faut attendre au minimum 2 ans avant de lancer une procédure de divorce après le mariage. Consentement mutuel. Par consentement mutuel, on parle du consentement mutuel. Est-ce que dans ce cas, on peut permettre aux époux de vivre peut-être en résidence séparée le temps des 2 ans avant de revenir pour le divorce, ou bien ça se passe comment? On vous oblige à vous remettre ensemble? Si vous êtes d'accord, si vous vous entendez à deux, même déjà, vous n'avez pas besoin d'aller devant la juridiction pour qu'on vous autorise à vous séparer. Si vous vous entendez, vous pouvez déjà vous séparer. Et au bout des 2 ans, vous revenez devant le juge pour demander le divorce, tout simplement. D'accord, on appellera ça séparation de fait. Voilà, c'est une séparation de fait, exactement. Merci pour le... C'est ça, donc c'est une séparation de fait. Je commence à apprendre les expressions du droit. Exactement. Maintenant, quels sont les effets du divorce? Alors, le tout premier effet, c'est la fin du mariage. C'est fini. Donc, lorsque le divorce est prononcé, le mariage est terminé. Voilà, l'amour est fini. Tout est fini en fait. Le mariage est terminé, ouais, c'est pas sûr. L'amour est fini, là c'est pas sûr que vous pouvez savoir ça. Ah bon, maître, non, le mariage est terminé, c'est vrai, je vous l'accorde parce que très souvent il y en a qui divorcent et qui se remarient. Voilà. Donc les époux vont acquérir un nouveau statut, celui de divorcé, lequel statut sera mentionné en mention marginale dans les actes de l'état civil, notamment sur l'acte de naissance, pour que les tiers puissent être informés à chaque fois que telle personne a divorcé. C'est important dans les rapports avec les tiers. Et le divorce n'est opposable aux tiers, par exemple, que lorsque ils en ont connaissance. Donc, comment ils peuvent avoir connaissance de votre statut de divorcé? C'est lorsque ce statut-là est mentionné dans votre acte d'état civil, notamment sur votre acte de naissance. Donc ça, c'est le premier effet. Le second effet, lorsque le juge prononce le divorce, il statue en même temps sur la garde des enfants mineurs. D'accord. Voilà, lorsqu'il y a des enfants mineurs, voilà pourquoi d'ailleurs il faut joindre les extraits de naissance des enfants dans le dossier de divorce. C'est pour que le juge puisse apprécier l'âge des enfants et qualifier certains enfants de mineurs et d'autres de majeurs. Donc lorsqu'il y a des mineurs, les mineurs seront gardés par l'un des parents et l'autre aura un droit de visite et d'hébergement. Il faut forcément que ce soit la mère? Pas forcément. Même la Convention sur les droits de l'enfant dit que on peut, il y a une possibilité d'accorder la garde de l'enfant à la mère lorsque l'enfant a moins de 7 ans. C'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Voilà, il faut lire entre les lignes, mais on peut quand même accorder, lorsque la mère, par exemple, n'a pas le temps matériel de s'occuper de l'enfant ou a une moralité douteuse, on peut décider d'accorder la garde au père ou même à une tierce personne. Donc c'est le juge qui apprécie en fonction et il tient toujours compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est important à préciser. Donc lorsque le sort des enfants est aménagé, il faut préciser d'ailleurs que pour la garde des enfants même, c'est dans le divorce par voie contentieuse que cela est plus compliqué. Sinon, je vous ai dit notamment que dans le divorce par consentement mutuel, il y a cette convention-là, si la convention est homologuée par le juge en l'état,
la convention précise la dévolution des biens, le partage des biens issus du mariage et la garde des enfants mineurs. Donc s'il y a divorce par consentement mutuel, tous les effets sont déjà réglés par les époux eux-mêmes. Le juge va juste se rassurer qu'il n'y a pas un déséquilibre important, et lorsqu'il n'y a pas de déséquilibre, on va tout simplement homologuer la convention, et les époux iront vers le divorce simplement. Et les effets se trouveront réglés. C'est maintenant pour le partage des biens, puisque ayant vécu ensemble, il y a des biens qui sont... forcément, les patrimoines se sont encommués, donc forcément se sont mélangés. Et il faut trouver le moyen de distinguer ces patrimoines-là, puisque les deux ne sont plus ensemble, ils n'ont plus de patrimoine commun. Et en fonction du régime matrimonial, que ce soit de communauté de biens ou de séparation de biens, le juge va donc statuer. Les règles sont bien édictées dans le code des personnes de la famille, donc il suffit de les suivre en fonction de l'intérêt de chacun des époux. Maître, je voudrais pour finir qu'on aborde un aspect, notamment le nom de famille. Okay. Est-ce que quand on est divorcé, on peut toujours garder le nom de famille de son époux ou de son épouse, parce que peut-être dans les affaires, on est connu sous ce nom? Absolument, cela est possible. La loi autorise la femme à maintenir, et là encore il faut qu'elle introduise une requête pour demander cela. Ça peut être en même temps que la procédure, pendant la procédure de divorce, elle peut introduire cela, ou bien après, elle peut demander au juge de continuer de porter le nom de son mari, parce que tout simplement, l'usage a fait que les gens sont plus habitués. Par exemple, prenez le cas d'une avocate qui... C'est pareil pour notre métier, hein? Voilà, c'est un peu pareil. Donc, on te connaît sous un nom. Voilà, donc c'est compliqué souvent de revenir et de dire les gens auront du mal à s'adapter. Donc le juge va vous autoriser à porter ce nom-là. Sans problème. C'est possible. Voilà, c'est possible. Bon, j'ai dit tantôt l'épouse ou l'époux. J'oublie que pour le cas de l'époux, c'est pas possible, puisque chez nous, quand on se marie, on porte le nom donc de monsieur. C'est pas monsieur qui porte notre nom de famille. Merci bien, maître. Est-ce que quand on entame une procédure de divorce, on peut revenir sur sa décision? Absolument. Okay. Pendant la procédure, très souvent, il y a des époux qui arrêtent la procédure et qui repartent à la maison parce qu'ils se sont, compris. Parce que monsieur ou madame a vu que je ne veux pas le perdre, je ne veux pas la perdre. C'est ça. Okay. Donc, l'amour renaît de plus belle. Et en ce moment, on repart à la maison tranquillement. On dit, monsieur les juges, laissez tomber, on va vivre en nous. Souvent, même, souvent les époux ne prennent même pas le soin de revenir nous voir. Ils vaquent simplement à leurs activités et ils ne reviennent plus tout simplement. Et le dossier sera radié du rôle tout simplement à un certain moment, lorsqu'on constate que les époux ne comparaissent pas. C'est l'idéal d'ailleurs, c'est l'idéal. Okay. Et il y a une autre, lorsque même le divorce est prononcé, l'époux ou l'épouse peut se remarier, soit avec la personne, avec qui elle a divorcé, ou bien avec une autre personne. Donc on peut divorcer et se remarier. C'est d'ailleurs ce qui arrive lorsqu'on veut changer, on veut passer à un régime grave. Vous savez que lorsqu'on est dans le régime, lorsqu'on est marié sous le régime de monogamie. On ne peut pas modifier le régime matrimonial pour passer à la polygamie. Parce que la polygamie est un régime grave. Les époux ont convenu de venir se marier sous le régime de monogamie. Peut-être que l'un a été fortement influencé ou le consentement a été influencé. Donc cette procédure n'est pas possible. Ce qui est possible, c'est de quitter la polygamie pour venir vers la monogamie. Vous savez que ça, c'est un régime un peu plus souple et donc ça protège mieux les époux. Ce que les gens font dans la pratique, on est vraiment pris par le temps, maître. C'est de divorcer. Lorsque vous êtes marié sous le régime de monogamie, vous divorcez et vous remariez sous le régime de polygamie pour pouvoir prendre plusieurs épouses. Merci à vous, maître. Nous recevions maître Abdourahim Sawadgo de Justice Sans Frontières. Rappelons qu'il est greffier en chef de profession. Et puis justement, nous parlions du régime juridique du divorce. Prochainement, nous allons parler certainement du mariage. C'est encore mieux. Et pour raccompagner maître, nous vous proposons ce numéro de Langue Fourchue. Bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Depuis la prise du pouvoir par les forces spéciales guinéennes le 5 septembre dernier, tous les regards sont tournés vers le château d'eau d'Afrique de l'Ouest. Que va faire la junte au pouvoir dans les mois à venir? Quel est le sort réservé à l'ancien président et à ses ex-collaborateurs? Voici autant de questions qui tarabiscotent les ménages à travers le monde.
Si les Guinéens, dans leur majorité, ont applaudi ce coup de force contre l'opposant historique qui voulait monarchiser son pays, la communauté internationale, comme à ses habitudes, crie au scandale et demande le retour à l'ordre constitutionnel, comme si cet ordre existait, ou le retour à un pouvoir civil. Si les civils pouvaient souvent faire mieux que les militaires, ces derniers ne se sentiraient pas obligés de faire irruption dans la vie politique sous nos cieux. En un mot, après 10 ans à la tête de son pays, si Alpha n'avait pas voulu être l'oméga des Guinéens, les choses auraient été bien plus différentes aujourd'hui. Mais hélas, la boulimie du pouvoir. Après le Mali, où le consortium des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, soutenu par leur patron français, avait voulu installer une transition aux ordres, le revoilà à Conakry pour faire plier l'échine à Doumbouya et à ses hommes. 6 mois de transition avant l'organisation d'élections inclusives. Et vous pensez cela possible? Du reste, de quoi la CEDEAO se mêle-t-elle? A-t-on demandé aux Guinéens ce qu'ils veulent en définitive? Au nom de la liberté des peuples à s'autodéterminer, les Guinéens ne pourront-ils pas donner mandat illimité à la junte au pouvoir s'ils pensent que les militaires sont la réponse à leurs problèmes? Pourquoi la Birmanie, qui a connu tant et tant de coups de force qu'on ne pourrait plus s'avancer à chiffrer, n'a pas cette attention si particulière de la communauté internationale, comme c'est le cas dès que les militaires s'approchent trop près du pouvoir en Afrique? Manipulation et pillage. Voici ce qui justifie cette attention si particulière. De son exil français, n'est-ce pas cet ancien président de transition, de surcroît guinéen, qui pour sa part propose une transition de 3 à 5 ans, juste pour ne pas dire un mandat démocratique au colonel Doumbouya et à sa bande. Et le général Sekouba Konaté sait très bien de quoi il parle. Et du reste, quand on parle de retour à un ordre constitutionnel, la démocratie est-elle africaine? Ne pourrons-nous pas, peinards, décider de notre mode de gouvernance? En attendant et doutant fort que le nouveau maître de Conakry accède à la demande de ces momies décérébrées, réconcilier les Guinéens et recréer les conditions de confiance entre dirigeants et peuple, telle doit être la mission de la junte, dussent-elles prendre 10 ans ou plus. Et la main tendue vers les exilés est déjà un bon gage de cette réconciliation et de la reconstruction. Vendredi pour un autre numéro de Langue Fourchue. Merci à toi Patrick Gampéné. Et c'est ici qu'on va se dire au revoir pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso et rendez-vous demain pour une autre aventure de l'émission Bonjour le Faso. En attendant, restez fidèles au programme de Savane TV. On se dit qu'excuse, au revoir.